invitation, cette proposition. C'est pour moi l'opportunité de me faire des nouveaux amis. Voilà. Beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression de bien connaître maintenant et de retrouver de plus vieux, parce que je connais Amine depuis fort longtemps. On a des centres d'intérêt qui se rejoignent dans la reconstruction masculine et donc on a assez régulièrement les occasions de parler ensemble. Et on fonctionne de manière très insolente, c'est-à-dire, sans entendu, mais enfin, pourquoi tu dis ça, etc. De manière un peu provocatrice, parce que, en matière de reconstruction, il n'y a pas de patron. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui sait ce qu'il faut toujours faire. Il y a des techniques à maîtriser, des choix à faire en permanence, et on surfe sur la vague, on apprend de nos erreurs, etc. Et c'est particulièrement vrai pour la chirurgie de l'urètre de l'enfant. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un petit peu le point sur la question des sténoses et interruption de l'urètre de l'enfant. Donc vous allez commencer à entendre parler de mucus buccal. Ensuite, Amine Bouker vous parlera vraiment sous son angle spécifique du prélèvement de mucus buccal, de ce qu'on peut en faire, des problèmes qu'on peut avoir, etc. Et après, on parlera, parce que je pense que beaucoup ici sont intéressés, des reprises d'hypospadique. Selon l'heure et votre état de fatigue, on verra si on parle encore d'autre chose ou pas, parce que on peut tenir jusqu'à demain. Voilà, très bien. Donc je commence, mais n'hésitez pas à m'interrompre, parce que c'est important qu'on ait quand même une confrérie d'artisans, et donc on doit avoir de l'interaction. Alors, je vais poser ça là. Les sténoses et les ruptures de l'urètre de l'enfant, je vous signale tout de suite deux sites que je vous remettrai. Ça, c'est le site que j'ai fait pendant le Covid parce que je m'ennuyais, où il y a des techniques de base de chirurgie de l'urètre, que vous pouvez voir, qui sont décrites sur cadavre, et qui vous permettent quand même d'avoir une idée assez précise de ce que l'on peut faire. Et l'autre, en France, au moment de ces sessions, il y a 2 sessions par an de chirurgie de l'urètre membraneux sur cadavre, où vous pouvez vraiment, en une journée, apprendre. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors ça ne sert à rien de trouver de ça. C'est quand même juste pour vous dire que quand on fait de la reconstruction, on n'a pas de sponsor. On n'a pas de sponsor parce qu'on ne dépense rien. On n'utilise pas de médicaments, pas de technologie. Donc c'est un pan entier de la chirurgie pédiatrique et de la chirurgie urologique qui est vraiment très peu enseigné. Il faut être lucide sur ce point. C'est de la chirurgie de peau. C'est donc une chirurgie qu'on n'a aucune excuse de ne pas faire. C'est pour ça que je vous permets d'être un militant dans différents endroits, pays, sur cette chirurgie. On n'a pas le droit de la faire parce qu'en plus elle marche. Donc j'ai quelques messages qui font un peu la synthèse de la bibliographie et de nos expériences. C'est un problème assez rare chez l'enfant par rapport à ce qu'on trouve chez l'adulte. C'est essentiellement traumatique, iatrogénie et dans les suites des valves de la postérieure. Donc on va utiliser l'expérience des urologues d'adultes, avec les centres experts qui ont publié beaucoup de choses, les aligner un peu sur les petites séries pédiatriques pour situer les messages. Donc, qu'est-ce que l'urologie des adultes nous a appris? Alors la première chose, c'est que ce n'est pas la même chose d'avoir un rétrécissement et d'avoir une interruption. On a un gros problème avec le mot sténose, qui en anglais se dit sténosis, qui veut dire en anglais interruption et non pas rétrécissement, contrairement au mot français. Donc je vous encourage dans votre tête à organiser votre pensée. Soit il y a encore un peu d'urètre qui fonctionne et qui rétrécit, soit il n'y en a plus, et c'est donc une interruption. Et ce n'est pas du tout la même prise en charge, c'est très important. Donc, le traitement endoscopique des sténoses et des interruptions n'est pas à proposer chez l'enfant, d'une manière générale, bien qu'on soit tenté de le faire, parce que les pourcentages de succès sont médiocres, ils sont sûrement encore plus mauvais chez les enfants que chez les adultes, où ils ne sont pas terribles. Je rappelle, je vous le dirai tout à l'heure, au moment où je serai déjà là, que les sténoses de l'urètre antérieure chez l'adulte, le traitement endoscopique, c'est 20% de succès. Qui va faire une chirurgie qui marche une fois sur 5? On ne fait pas ça. Le traitement des sténoses de l'urètre postérieure, c'est 50% de succès. C'est pas terrible, mais on peut éventuellement le justifier parce que c'est quand même un peu plus léger. Alors qu'en face, on a des chirurgies, des urétroplastiques, qui marchent, qui ont des taux de succès de au moins 80%. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, parce que chez les adultes,
On a fait beaucoup d'études. Et on sait également que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, c'est la même chose de faire une urétrotomie avec un truc qui coupe, que ce truc qui coupe soit une lame, un laser, du courant électrique ou je ne sais pas quoi, que de faire une simple dilatation. Ce sont les mêmes mauvais résultats. Je vous le dis, ce n'est pas la peine d'acheter des appareils endoscopiques avec des super lames qui de toute façon ne couperont pas le jour où vous voudrez vous en servir. C'est pas utile. Vous pouvez vous contenter de faire une dilatation. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc l'urétrotomie laser est quand même un petit peu à retenir si on veut faire des urétrotomies, parce que ça vous permet d'utiliser en tant que pédiatre un endoscope simple de petit calibre à travers lequel vous allez tout faire. Vous pouvez sectionner les valves, faire des urétrotomies, ponctionner les urétérocèles avec une fibre laser. Donc au moment d'équiper un hôpital pédiatrique avec du matériel endoscopique, il faut se poser la question d'acheter ces trucs très sophistiqués avec des mini-résécteurs pour enlever les valves qui honnêtement ne donnent pas de très très bons, enfin ne sont pas très faciles à manipuler, versus un laser qui peut vous permettre de perforer une valve, une urétérocèle, avec un seul canal opérateur dans lequel vous pouvez aussi faire des montées de son en cas de tirage. Donc mettez ça dans le coin de votre tête à ceux qui sont les responsables des unités, que l'utilisation du laser n'est pas géniale pour les urétrotomies, mais ça peut quand même rendre service, mais c'est surtout que ça peut vous simplifier l'appareillage de vos blocs. Je fais une petite parenthèse. De temps en temps, on fait de l'épilation, mais normalement, on ne devrait pas avoir à le faire. Ce que l'urologie adulte nous a appris, c'est ça aussi. Quelles sont les clés de la chirurgie urétrale? C'est les connaissances. Quelques mots sur la radio, la greffe de muqueuse buccale, et ça, on va lourdement en parler. Et un point très spécifique qu'on a eu l'occasion de voir ce matin encore et hier, c'est comment savoir aborder le vêtement. Donc les clés de la chirurgie urétrale, je vous les donne sur ce site que j'ai fait avec des étudiants désœuvrés pendant l'épidémie du Covid, et donc il fonctionne relativement bien, il y a une très grosse audience. Et vous avez un cours magistral, des cours d'anatomie et des opérations de base. Donc, si vous voulez vous faire le programme, il faut à peu près une demi-journée, enfin une petite demi-journée, où vous allez commencer par le cours magistral, l'anatomie bien sûr, parce qu'en tant que chirurgien, on va le connaître. Donc les connaissances, elles sont accessibles. Un mot sur l'urétrographie rétrograde émictionnelle. Vous savez que les radiologues ont un peu de mal à les passionner pour la radiologie, le remplissage, comme on faisait il y a quelques années. Ils préfèrent en gros toucher des souris que des idées. Donc toucher des enfants pour leur mettre une sonde, ils ont du mal à les motiver, il faut toujours les supplier, on a l'impression qu'ils nous font une faveur, c'est parfois un peu casse-pied. Mais vous voyez que l'urétrographie rétrograde est irremplaçable, parce que pour voir une sténose de ce type, il faut qu'elle soit rétrograde. On se dit là, il y a peut-être quelque chose, mais il pourrait aussi avoir serré les fesses parce qu'il avait mal. Alors qu'au mictionnel, on va se rendre compte qu'il y a effectivement vraiment une sténose. Donc l'urétrographie doit être dans les deux sens. Il faut savoir également quelque chose de base, c'est que les clichés qui nous intéressent sont ceux-là, ça se voit pas très bien sur les chronologies, sont ceux-là, et il y a une sous-estimation de la longueur de la sténose, puisqu'on est à 45 degrés. Alors vous avez tous fait de la géométrie, et vous savez que la projection à 45 degrés, ça vous donne une image 2 fois plus petite que la réalité, pour ce qui concerne l'urètre bulbaire. Ça n'est pas vrai pour l'urètre pénien, ni pour l'urètre membraneux, qui lui est dans le plan de la table. Mais il y a une tendance à la sous-estimation des sténoses. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi ça? Parce qu'en général, on est tenté de faire des opérations qu'on sait faire. On se dit, je vais faire une graphie termino-terminale, parce que c'est pas très long, parce qu'il y a juste 1 centimètre. Comme par hasard, c'est toujours au niveau de l'urètre bulbaire et membraneux qu'on peut faire des graphies termino-terminales. Or, la sténose est beaucoup trop longue. Donc, si on ne maîtrise pas les autres techniques, on va se retrouver dans une situation délicate. D'accord? Voilà. Ce que l'urologie nous a appris, c'est que les pédiatres ont raison. Ça les énerve un peu de le reconnaître, alors moi j'ai le droit de le dire, parce que je suis urologue, mais les pédiatres ont raison, ils ont appris quand même un grand nombre de choses, même si on doit leur apporter un petit complément sur ce que deviennent à l'âge adulte leurs travaux. Donc, pardon, j'ai tapé un peu vite. Voilà. Et ce qu'ils nous ont appris de plus important, c'est qu'il ne faut pas faire un tube complet d'emblée. Ça, c'est comme la base de la chirurgie urétrale. On ne fait pas un tube complet d'emblée, soit avec de la peau, soit avec de la muqueuse, avec une greffe. On va faire des demi-tubes, ce qu'on appelle en France des tuiles provençales, sur lesquelles on va rajouter ensuite quelque chose. Donc on ne fait pas une reconstruction complète du urètre en même temps, parce que ça, on sait que ça ne marche pas. Et
merci les pédiatres de nous avoir appris ça, notamment avec l'opération de Buquette, que maintenant la plupart a abandonné. Donc, la technique la plus utilisée en matière de sténose, de rétrécissement urétral, c'est la plastie d'agrandissement. Et avec quoi on va agrandir? Eh bien, on va agrandir avec de la muqueuse buccale. Alors, les mots que j'emploie aux familles, aux enfants qui comprennent, c'est l'urètre, normalement, c'est un O majuscule. Là où l'urètre est rétréci, c'est devenu un O minuscule. L'opération va consister à ouvrir le O d'un côté qui va devenir un U minuscule, sur lequel on va mettre un U majuscule. En général, ils comprennent bien. Alors, je ne sais pas si en arabe, vous pouvez trouver des images de ce type, mais en fait, ils comprennent vraiment bien le principe de la plastie d'agrandissement. Et ça marche de cette manière. Et dans l'ensemble, la plastie d'agrandissement, on la réalise vraiment souvent avec de la muqueuse buccale. C'est décrit clairement dans différents ouvrages. On n'a pas de problème avec ça, mais on va revenir sur certains détails. Donc ça, c'est vrai pour les enfants comme pour les adultes. Ce que nous ont appris les adultes, c'est ça, et ça, c'est vraiment important à comprendre. Si on veut faire une plastie d'agrandissement de l'urètre, en posant sur l'urètre abîmé et ouvert un greffon, il faut le mettre du bon côté. Donc, au début, on les mettait tous en ouvrant le bulbe, ici. En ouvrant le bulbe, on ouvrait l'urètre sténosé et on posait le greffon à cet endroit. Mais souvent, la sténose allait beaucoup plus loin, l'urètre malade allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Et on se retrouvait donc, après avoir ouvert cette chose-là, avec un urètre qui saignait énormément, avec les plus grandes difficultés. Et on a tous fait des interventions qui n'étaient pas très bonnes sur le plan concept et réalisation, parce que à partir de là, on ne pouvait plus travailler pour faire une plastie d'agrandissement. Et par contre, on peut faire une plastie d'agrandissement de l'urètre, du verrue montanale jusqu'au bout de la verge, en mettant le greffon qu'on va utiliser, en posant la greffe sur le corps caverneux. Alors moi, dorsal, ventral, sur l'urètre, je me mélange tout le temps. Donc je vais parler du versant caverneux de l'urètre. Tout le monde comprend de quel côté il est, contrairement à l'autre versant. Je sais pas si... Dorsal, c'est dorsal. C'est dorsal. Mais la verge dorsale, ventrale, ça peut changer. Ça peut changer. C'est côté chirurgien. Et dorsal, c'est côté corps caverneux. Mais moi, ça fait des années, j'arrive pas. Voilà. Mais en fait, ce schéma est vraiment important parce qu'il vous montre que, en fait, la plupart des sténoses qu'on va opérer, statistiquement, c'est dans ce coin-là. Mais étant donné qu'on a souvent une mauvaise surprise, il est beaucoup plus intelligent de les faire sur le versant caverneux. Ça peut vous sembler plus compliqué, mais ça s'apprend très vite. Je pense que tu as la même expérience. Alors, de quel côté poser le greffon? Ça, c'est réglé. On sait ce qu'il faut faire. Comment on prélève le greffon? Je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque tu vas nous expliquer, nous donner quelques clés. Vous trouverez assez facilement des films à droite à gauche. Voilà. Ensuite, ce que l'urologie adulte nous a appris, c'est à aborder l'urètre membraneux, qu'il soit sténosé ou interrompu. Vous voyez que je fais la différence, sténosé ou rétréci et interrompu. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même dissection. Et donc ça, c'est vraiment très 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 important. Parce que faire la chirurgie de l'urètre pénien, c'est accessible à la chirurgie délicate, c'est pas trop profond, ça saigne pas trop, normalement, si on n'est pas trop malhabile, on doit y arriver sans difficulté. Par contre, l'urètre membraneux, c'est franchement technique et ça se travaille. Et alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait des voies d'abord de l'urètre qui sont très intéressantes, et notamment la voie d'abord de l'urètre périnéal. Donc, par voie périnéale, on peut aborder l'urètre membraneux et l'urètre pénienne. On peut aborder l'urètre membraneux, comme vous voyez ici, comme on l'a fait en allant chercher le sommet dans les ruptures. Ça, c'est l'urètre membraneux qui est là. Vous voyez, au fond duquel vous devez vider la sonde dans une zone de sténose. Ça, c'est l'urètre membraneux. Cet urètre, il y a 15 ans, 20 ans, était réputé inaccessible. On ne savait pas l'aborder. C'est pour ça que tout le monde faisait des graphiques amino-terminales et que de temps en temps, on avait des raccourcissements parce que c'était plus long que prévu et qu'on avait de grandes difficultés. Maintenant, on a compris qu'on sait aborder cette région-là et c'est de la chirurgie pure. C'est juste en mettant certaines tractions, en faisant une dissection adaptée, et rien qu'en faisant de la chirurgie bien entraînée, on réussit à avoir une bonne ouverture de la sténose.
Donc, dans ces cas-là, on peut faire de temps en temps, là c'est une technique qui est assez populaire en théorie, mais en pratique, moi je ne l'aime pas beaucoup, ça consiste à inciser dans un sens et à suturer dans l'autre, à l'endroit membraneux, pour peu que la sténose soit très courte. Tu fais ça souvent, le rétroplastie sans transition, c'est bien. Oui, je trouve que pour les sténoses très courtes, c'est très agréable à faire. C'est sûr. C'est sûr. Alors l'intérêt d'avoir tout dans la boîte à outils, c'est qu'on peut décider de faire une chirurgie de cette région, d'ouvrir le rètre et de décider sur place si on va suturer dans l'autre sens ou mettre un greffon, parce que l'ambiance est plus ou moins. Alors, autre chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que par voie périnéale, on peut faire toute la chirurgie de l'urètre pénien. Ça, c'est les cancérologues qui nous ont appris ça. Quand on doit faire une urétrectomie pour un cancer de l'urothélium qui s'est diffusé à l'urètre, on travaille en retournement. Et le retournement, c'est ça. Donc, pour ça, on fait un dessin. Vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire. On travaille en retournement. On va faire un espèce de déjantage, on va faire un espèce de déjantage complet et pouvoir réparer tout l'urètre, du méa jusqu'à la prostate, par une voie d'abord périnéale. Ça, c'est nouveau. Il y a quelques années, on ne savait pas le faire. L'expérience nous a montré que c'est tout à fait possible. Et pas si difficile. Alors, ensuite, la dissection de l'urètre membraneux, je crois que j'ai un petit film. Voilà. Je vous montre un peu quand même. On est des chirurgiens, donc il faut qu'on voit un peu de chirurgie. Donc là, c'est pas un enfant, un ancien enfant. Donc souvent, on peut faire, quand on n'a pas très bien compris comment est la sténose, on peut. Oui, ça sonne. Je suis désolé. On va ainsi. Souvent, j'aime bien faire une urétéroscopie quand l'urètre est abîmé, que je n'ai pas bien vu, qui est un appareil très fin qui permet d'aller voir de là si tout est bien. Et vous voyez que le principe est une voie d'abord périnéale et qu'on va donc mettre les doigts en traction. Et comme on a fait ce matin, on va tirer vers l'arrière les faces latérales de l'urètre et pouvoir en faire le tour. Vous voyez, c'est la chirurgie avec les doigts et mettre deux lacets qui vont permettre de tirer en général à 10 heures et à 7 heures, ce qui permet en gros d'essorer l'éponge. Spongieux, ça veut dire l'éponge. On essore l'éponge de tout son sang, donc ça disparaît. On le récline latéralement et ça nous permet d'aborder l'urètre membraneux en profondeur et de très bien voir. Alors ça, c'est un vieux film, on bricole, on était un peu plus affolé que maintenant, mais maintenant c'est devenu une chirurgie tout à fait basique. On repère la sténose en poussant une sonde, et ensuite on va aller ouvrir l'urètre sur la face dorsale, merci. Voilà, regardez, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc ça, c'est une sténose de l'urètre membraneux, réputé inaccessible, parce qu'on ouvre l'urètre membraneux. Sur une sonde bio, justement. Sur une sonde. Oui, sur une sonde. Alors, on met une sonde pour s'appuyer dessus. Et après, on pousse une grosse sonde pour être sûr qu'on ait un calibre suffisant en amont. Donc, on ouvre l'urètre de cette manière-là. Vous voyez, là, on passe la sonde, on est tranquille. On se retrouve donc avec un urètre sténosé ouvert. Et il faut qu'on mette quelque chose, donc soit on suture dans un sens, soit on met un greffon et on va suturer par-dessus. C'est la base de toutes nos réparations de chirurgie de l'urètre. Donc, juste un chiffre. Un de nos collègues allemands a publié au Congrès européen il y a 4 ans, je crois, 1000 cas de rétroplastie avec greffe de mucus buccale. C'est pas mal. 1000 cas. 90% de succès. Il y a donc 100 patients qui ont récidivé sur un petit morceau ou un grand morceau de rétroplastie. Comme c'est un Allemand carré, il les a réopérés pour remettre une greffe là où ça avait resténosé. Il y a encore 90% de succès. Donc vous voyez que sur les 1000 initiaux, il n'y en a que 10 sur lesquels on est dans une situation d'échec. On a exclu de ça les sténoses sur des patients irradiés et des complexes très particuliers. Et ça veut dire que c'est une opération qui marche et qui de toute façon justifie l'acharnement thérapeutique. Parce qu'on ne peut pas laisser crever quelqu'un d'une sténose de l'urètre, c'est inhumain. C'est inhumain et ça a des conséquences dont tu vas nous parler tout à l'heure. Voilà, donc la dissection de l'urètre membraneux. Et un dernier mot pour vous dire que la mise en traction, donc ça ce sont les diapositives faites, c'est une étude qu'on a faite sur cadavre. On a repéré l'urètre membraneux, c'est-à-dire à l'apex prostatique. Donc ici, là, vous voyez, ça fait
ça fait à peu près 8 mm entre l'apex prostatique et l'entrée dans le bulbe. Quand on fait la technique de dissection que je vous ai montré avec les 2 lacets en traction, l'urètre membraneux passe à 34 mm. On a fait ça sur 4 cadavres. Et donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que l'urètre membraneux, on le tire, par élasticité, il se dégage un peu, on libère toutes les zones de fibrose qu'il avait données, on va l'ouvrir, et évidemment, quand on va le détendre sur un greffon, normalement, il devrait être dans de bonnes conditions pour avoir un bon calibre. Donc l'urètre membraneux, qui était le truc qui était notre fixette pendant des années, qui faisait que beaucoup de chirurgiens détestaient la chirurgie de l'urètre, on peut considérer que c'est un problème quasiment réglé pour les adultes et aussi pour les enfants, hein, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de raison de les oublier. Donc, on la voit d'abord, cette fois-ci en diapositive encore, vous voyez que l'urètre membraneux est ouvert. Et l'urètre membraneux, comme on tire, l'urètre devient un arc et on voit l'urètre qui se détend et qui s'allonge, qu'on va pouvoir ouvrir et travailler. La photo n'est pas très bonne, je m'excuse. Voilà, donc en fait on fait ce qu'on veut, mais l'urètre membraneux, là vous voyez la sonde, il est largement ouvert. Il est largement ouvert et on peut le traiter. Donc ça c'est vraiment très 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 important. Parce que ces sténoses-là, même chez les enfants, vous pouvez en avoir, notamment avec les sténoses iatrogènes des patients qui ont été en réanimation, les sténoses iatrogènes après chirurgie d'hypospade multi-répétée, multi-problématique. Donc en fait, ce sont des choses que vous pouvez être amené à voir et c'est une chirurgie qui marche. Bon, après, on fait ce qu'on veut sur l'orifice, peu importe. Mais vous voyez, ce qui est déterminant, c'est vraiment l'installation, la mise en traction. Donc là, j'utilise des cadres parce qu'on fait beaucoup, mais vous voyez, avec un lac en pierre de chou, on coince avec une pince, il n'y a plus de bulbe qui nous gêne pour voir. C'est quand même assez spectaculaire. Pas la qualité de la photo, mais l'effet de visualisation. Et voilà le genre de résultat qu'on peut avoir. Ça, c'est un résultat des opérations qu'on aime bien faire. Dans le transecting progressif, on insiste dans un cas, on suture dans l'autre. Et ça donne de bons résultats. Alors, c'est très intéressant, notamment pour les adultes qui sont pour les anticoagulants, pour les problèmes vasculaires, etc. Ça marche très très bien. Voilà, donc pour aborder le l'urètre membraneux, il y a différentes manières, on peut en reparler. Le cas corner warwick, j'ai mis indispensable, c'est peut-être un peu excessif, quand on l'a c'est beaucoup plus simple, mais on peut quand même se débrouiller très bien avec 2 Beckman et 2 internes qui tirent sur les ficelles, ça marche bien également, on peut faire cette chirurgie. Donc si d'abord de l'urètre membraneux est le passeport, la greffe du mucus buccal est vraiment le visa, et ça encore je vais te donner la parole après, parce que ça c'est très très important. Et donc maintenant que j'ai positionner les sténoses de l'urètre, je vais vous dire quelques mots sur l'interruption urétrale, parce que ça rejoint les 2 patients qu'on a opérés aujourd'hui. Les ruptures ou interruptions de l'urètre, c'est des questions qui sont très très centrales, parce que là, on est amené à en voir, surtout en accident de la route, hein, des enfants qui ont des fractures du bassin. C'est surtout les garçons, les traumatismes de l'urètre féminin sont vraiment rares, et quand il y a un traumatisme de l'urètre féminin, en général, c'est très, enfin chez les filles, en général, c'est très grave parce que c'est des embrochements, ça fait des ouvertures cloacales de l'urètre, du vagin, et c'est les plus grandes difficultés de faire une urètre. Donc voilà, je vous donne un exemple, c'est la montagne, Monsieur V, guide de haute montagne, qui tombe de 9 mètres à Califourchon sur un éperon rocheux. Donc on a mal pour lui, évidemment. Hein. Il est en rétention urinaire, on essaie de lui faire une urétrographie à J+10, tout le produit diffuse dans les corps spongieux, bref, son urètre est terriblement abîmé. Chez lui, on a pris la bonne décision d'emblée. Quelqu'un qui a un traumatisme du bassin, on lui met un cathéter suspubien. Quand c'est un enfant sous anesthésie, honnêtement, c'est pas gentil du tout de le faire sans anesthésie. Parce que même l'adulte avec une anesthésie locale, c'est quand même une épreuve. Sauf qu'il a le bassin cassé, donc on appuie sur l'abdomen qui tire sur le bassin, c'est quand même sévère. Alors quand on met un cathéter suspubien, vous demandez à vous-même ou à votre jeune collègue qui va le mettre, de mettre le plus gros possible. Parce que quand on est parti dans une histoire comme ça, il va falloir faire une chirurgie, on aura besoin d'un abord vésical. Pour avoir un abord vésical, si vous avez mis un petit cathéter de fillette, tout petit, vous ne pourrez rien passer de manière descendante, donc vous faites mettre un cathéter numéro 14 ou 16, puis il y a un gros passage. Puis
un petit piège juste pour nos jeunes confrères, c'est que souvent quand on met ces cathéters en urgence, il y a un hématome important qui soulève la vessie, et ce qui fait que parfois on est obligé de le mettre un peu plus haut que prévu, sinon on est dans l'hématome. Il ne faut pas chercher à le mettre tout bas. En plus, les orthopédistes vont s'en mêler, vont venir nous casser les pieds, ils vont nous dire, tu te rends compte, moi je vais mettre des plaques, dépêche-toi de réaligner, parce que moi je mets des plaques, c'est du sérieux, etc. Alors il faut tout de suite les casser, les orthopédistes, quand ils vous disent ça. Une fracture du bassin, ça guérit toujours. Ils finissent tous à peu près par marcher. Si on rate l'homme pourra ne plus pisser normalement, on va l'opérer 2 fois, 3 fois, on va lui détruire ses possibilités sexuelles. Donc c'est vraiment, s'il y a un bras de fer à ne pas hésiter à voir, c'est avec les orthopédistes qui disent dépêche-toi de me faire un réalignement, comme font tes collègues, pour que je puisse faire mon ostéosynthèse du bassin. Ça se discute. Quand vraiment il faut le faire, on met une vésicostomie haute et après il se débrouille. Mais ça c'est vraiment important de savoir qu'il ne faut pas céder à ces pressions de nos amis orthopédistes. Donc, chute à califourchon ou fracture du bassin, on met un cathéter suspubien. Donc ce monsieur-là, on a fini par l'opérer plusieurs mois plus tard, parce qu'il n'était toujours pas une goutte, donc il avait donc une interruption d'urètre. Et vous voyez qu'ici, il y a une espèce d'urètre sablier, avec un peu de spongiofibrose, donc on a choisi. Excusez-moi, monsieur. Oui. S'il s'agit d'un état, ce malade, 36 ans, qui nous appelle aux urgences pour un état instable de ce malade. Voilà, présente une électroragie. En théorie, non. S'il y a urétroragie, vous regardez quand même la radio de bassin. Si le bassin est un puzzle, vous pouvez penser que. On est en état d'urgence. C'est un état d'urgence. Avec une électroragie. Oui, mais il y a urétroragie extrêmement éloignée. Si le bassin n'est pas très abîmé, même s'il y a une urétroragie, vous avez le droit, on va l'écrire, de faire une tentative, ce qu'on appelle le sondage à 2 doigts 2 secondes. 2 doigts 2 secondes. Soit ça passe, et dans ce cas, très bien, soit ça ne passe pas et on est à un cathéter suspubien. À la condition d'être sûr qu'il n'y ait pas que la vessie soit en globe. Parce que si on n'est pas sûr, c'est sûrement que la vessie. Le fait qu'il y ait une urétroragie est évocateur d'une blessure de l'urètre, certes, mais dans le cadre d'un gros traumatisme, c'est des règles générales. On ne peut pas mettre un cathéter suspubien si on n'est pas archi sûr. C'est pour ça qu'il faut le faire. Chez nous, les Tunisiens, auparavant, c'était proscrit. C'était proscrit, n'est pas indiqué. Le sondage, pas le son urétral. Mais les guidelines, les derniers guidelines de l'EAU, peuvent même une urétrocystoscopie Le problème des guidelines, c'est que c'est écrit pour que nos collègues, quels qu'ils soient, dont on présume qu'ils sont de bon niveau, ne se trouvent pas en situation délicate s'ils ont pris des habitudes qui ne sont pas tout à fait standards. Donc en fait, les guidelines, c'est quand même bourré d'hypocrisie. On peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire, on ne va pas mettre en difficulté. Donc c'est un peu ça. Mais moi, je pense que si on peut faire l'urologie tunisienne, de dire rétention traumatique avec fracture du bassin, cathéter suspubien, et on réfléchit dans 3 mois ou 6 mois. C'est la sagesse. Et ce ne sera jamais une erreur, jamais une bêtise. C'est ce qu'il faut qu'on enseigne à nos collègues. Je suis d'accord avec ça. Donc lui, on l'a opéré, on a décidé de lui faire donc, une réparation, c'est-à-dire une suture urétro-urétrale. Et comme on fait de la réparation, c'est très conservateur. Autrefois, on disait on va faire une termino-terminale, on coupait pas l'urètre, mais l'urètre et le spongieux. L'urètre et le spongieux, on réparait l'urètre et le spongieux. Mais finalement, maintenant qu'on sait un peu travailler la région, on va faire une réparation de l'urètre sans interrompre le spongieux. On va donc prendre l'urètre, comme ça, l'ouvrir axialement, jusqu'à trouver un urètre sain d'un côté, un urètre sain de l'autre. Au sein du spongieux, on va faire une réparation urétrale. Si le terrain est très abîmé, on peut mettre un petit greffon de prévention, on va faire une réparation de ce type-là. D'accord? Donc voilà la réparation qu'on a faite. Vous voyez, on a récupéré la sonde d'un côté, récupéré la sonde de l'autre grâce à un instrument magique, qui est l'hystéromètre. Alors ça, je vous recommande, justement à glisser dans l'orifice du cathéter suspubien, à engager dans l'urètre prostatique à tâtons, de manière à pouvoir trouver l'urètre proximal. L'hystéromètre, c'est le meilleur instrument. Les béniquets, oubliez. C'est
C'est une infirmière du Cameroun, Yvette, qui m'a dit vous devriez prendre un hystéromètre. Et je la bénis à chaque fois qu'on fait ce genre de chirurgie, parce que c'est vrai. Parce que l'hystéromètre, discrètement, vous pouvez le tendre comme vous. Je ne sais pas si quelqu'un a l'expérience de ça dans le truc. L'essayer, c'est l'adopter. En plus, ça ne coûte rien, il y en a plein de tutos. Donc, voilà, on l'a fait une réparation, on n'a pas sectionné le spongieux, et on a fait une réparation. 8 ans post-opératoire, il va très bien. Il a des érections. Il a recommencé son métier de guide, mais je pense qu'il fait attention à ne plus tomber avec les fourches. Donc ça, c'était pour un traumatisme de l'urètre pulpaire. Mais la plupart des traumatismes, ce sont des traumatismes de l'urètre postérieur, donc là où l'urètre n'est pas entouré par le corps spongieux, parce que c'est la définition actuelle. Donc en gros, c'est les fractures du bassin, ceux dont on parlait à l'instant. Donc, je vais me servir de quelques diapositives de Daniel Hendrich, qui est un chirurgien qui s'est dédié à la chirurgie de l'urètre et des ruptures, et à un recrutement mondial dans la pneumologie, et qui est donc un des bons messages à vous faire passer. Vous voyez que quand il y a un petit traumatisme urétral, on a des lésions comme ça, et que par contre, quand il y a un très gros traumatisme urétral avec un cisaillement, surtout quand il y a une fracture avec un fort déplacement, et bien à ce moment-là, il y a autour de l'oblitération urétrale une fibrose majeure. Vous êtes chirurgien, vous savez que s'il y a de la fibrose sur la peau qui a été ouverte et que vous suturez cette fibrose sur la fibrose, vous aurez encore plus de fibrose. Donc, comme vous avez ce raisonnement-là, qui est la chirurgie de base, vous savez qu'à un moment, il va falloir se débarrasser de la fibrose. Il va falloir trouver un canal normal, un autre canal normal, qui n'ait pas de fibrose et qu'on fasse une réparation dans des bonnes conditions. Donc c'est toujours dans cet endroit-là qu'il y a les ruptures de l'urètre postérieur. De temps en temps, il y a un petit pertuis. Qui persiste, vous voyez, ici, avec un aspect en J, en circonflexe. Et puis de temps en temps, on voit des catastrophes, c'est-à-dire des gens qui ont essayé de passer un endoscope, un fibroscope, et on fabrique des fausses cavités et des problèmes très agréables. Donc le traitement initial, excusez-moi, c'est une diapositive de Daniela, on met un cathéter suspubien et on dit on va voir ça dans 3 mois. Alors c'est assez intéressant de dire on va voir ça dans 3 mois pour les adultes, parce qu'au bout de 3 mois, l'homme sait s'il a encore des érections ou pas. Et ce n'est pas un détail, parce que la chirurgie des ruptures de l'urètre postérieur va aggraver, en tout cas ne va pas améliorer la fonction érectile. Donc ceux qui déjà ont remarqué qu'ils n'avaient pas ou peu d'érections, on leur dit on ne va pas vous améliorer, mais au moins ils ne vont pas nous reprocher, on met ça dans le compte du dossier, évidemment, parce que il ne faut pas non plus, même si on n'est pas obsédé par la médico-légale, le résultat d'une chirurgie qui s'accompagne de la puissance définitive et qu'on a une durabilité sur le souvent des patients. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va avoir des étapes, simplement pour gagner de la longueur, pour pouvoir faire la réparation. Donc, je vais vous les montrer un peu plus détaillés, mais déjà intellectuellement, il faut les connaître. La première chose, on va trouver, c'est sur l'urètre d'aval, on va récupérer l'urètre là où il est interrompu. On est dans un coin, on va récupérer l'urètre prostatique, en général, de l'autre côté, il va falloir qu'on les répare. Sauf que, comme il y a eu des déplacements de la fibrose, etc., il nous manque de la longueur. Jamais de suture en tension, jamais. Là, on est sûr que ça marchera. Donc, il y a des artifices qui sont décrits, qu'on a bien vu là depuis 2 jours, qui consistent premièrement à libérer le spongieux des caverneux jusqu'à l'envolée lobulaire, pas au-delà, parce que sinon, ça va faire une courbure définitive de verge en érection sur laquelle on n'aura pas beaucoup de possibilités d'agir. Donc il faut s'arrêter à l'enveloppe nucléaire, pousser ce qu'on appelle la mobilisation. La deuxième, c'est la séparation des corps caverneux. On va vous montrer des photos, mais vous avez peut-être vu ce matin si vous avez regardé. On va séparer les 2 corps caverneux de manière à accéder à la face inférieure du pubis et à pouvoir la réséquer. Pour que l'urètre qui fait un angle droit normalement, eh bien, aille directement à l'urètre proximal, comme une hypoténuse. Là encore, c'est un peu de géométrie pour ceux qui ont encore quelques secondes. D'accord? Donc, la première marche, mobilisation. La deuxième marche, séparation des corps caverneux. Et la troisième, c'est la résection du pubis. Je vais vous montrer quelques diapositives rapides avant de donner la parole. Voilà le genre d'image qu'on peut avoir de la rupture de bassin. Donc, quand on les opère, c'est exactement ce qu'on a vu ce matin. On a récupéré un urètre
Là au fond, on a ici les corps caverneux, l'urètre d'aval a été repoussé vers le haut, et il va falloir le suturer. Donc de temps en temps, ça tombe très bien, on peut le mettre sans aucune tension. C'est ce qu'on va faire. Mais dans la plupart des cas, il faut au minimum séparer les corps caverneux, comme vous voyez ici. On va séparer les corps caverneux. Alors, ce n'est pas un bricolage de 3-4 mm, on va donner un petit coup de ciseau. On va les séparer sur 4 cm. Alors, c'est ce qu'on se disait hier en aparté. On ne réussit jamais à trouver pile la cloison pour la découper à l'intérieur. On passe un peu dans le corps caverneux, dans l'autre, c'est pas très grave. On le refait évidemment avec un bon fil. Mais on va donc couper cette cloison et on voit les corps caverneux qui se séparent. Et la face inférieure du pubis, que vous voyez parfaitement. Donc ça, c'est les deux corps caverneux séparés, le droit et le gauche. Et ici, la face inférieure du pubis. Chez l'adulte, il faut pouvoir poser les 2 pouces là-dessus. Oui. Pour séparer les corps caverneux, là, toujours il y a des risques de rentrer dans les corps caverneux. Oui. Est-ce qu'il y a des astuces pour le saignement? Ça fait pas souvent risque d'être un peu inondé le champ opératoire par le saignement. On le fait un peu vite. Quand ça saigne, on met le doigt dessus et on continue jusqu'à ce qu'on voit le pubis. Et après, on fait un surjet placé sur la buginée. Au début, moi, j'avais l'impression d'être mauvais à chaque fois que je passais dans les corps caverneux. Je me suis rassuré moi-même. Et on se rassure en se disant qu'on a tous le même problème. On passe un peu dedans et après, on refait. De temps en temps, ça passe de manière nickel, mais c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Toi, tu as un truc. Moi, je mets mon Beckman et voilà. Donc ça présente l'endroit réuni et on coupe petit à petit. Toi, tu as autre chose? Je montrerai dans la Ah bon, d'accord. Et une bonne aspiration aussi. Comment? Et une bonne aspiration. Et une bonne aspiration. Ouais, c'est sûr. Donc la séparation des corps caverneux, c'est un geste technique qui s'apprend. C'est faisable. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point, c'est faisable. Mais il faut vraiment bien dégager. Le problème est qu'on arrive après au niveau de la symphyse pubienne. Vous voyez, la symphyse pubienne est ici. Et à cet endroit-là, il y a plein de vaisseaux, qui sont des vaisseaux de la partie inférieure du plexus sont réunis. Donc, c'est quand même parfois un peu compliqué. Et on a intérêt, et c'est ce que je commence à faire, à mettre préventivement un gros point de chaque côté avant de couper cette zone de non-insolente sous symphyse. Donc la deuxième phase, c'est d'être séparé des corps caverneux. Et parfois, ça suffit, parce que vous voyez que normalement, l'urètre restait comme ça, et puis après, changer d'axe. Là, on a libéré le rafépidian en arrière, du côté de l'anus. On a creusé ça, donc l'urètre, obliquement. Et comme vous voyez sur la photo latérale, il se glisse dans un espace qui, préalablement, n'existait plus. Donc, ce qu'on voit, l'urètre, le spongieux, on dit toujours l'urètre, on devrait dire le spongieux, passe à l'intérieur. Et enfin, la pubectomie, c'est ça consiste à enlever une ogive. Une ogive. Alors, chez l'adulte, il faut les grands moyens, c'est-à-dire le ciseau à frapper, le truc des orthopédistes, donc il ne faut pas complètement se fâcher avec eux, parce que quand on a besoin de leur matériel pour aller couper cette ogive osseuse. Chez l'enfant, jusqu'à 12 ans, le bisto électrique suffit. Parce que cet endroit n'est pas parfaitement ossifié, donc on le taille au bisto électrique, section, coagulation. C'est ce qu'on a fait à 2 reprises, et ce n'était pas spécialement difficile. Il faut évidemment vérifier qu'il n'y a pas d'esquille osseuse. Et vous voyez là encore que le spongieux disparaît dans ce lit, et donc il va directement en direction de la partie inférieure. Enfin, un truc qui existe, mais que je vous déconseille de faire, c'est ce qui s'appelle le reboutage urétral, qui consiste à passer le spongieux en arrière d'un des 2 corps caverneux, ce qui fait encore gagner 1 cm. Mais honnêtement, une fois que c'est fait, on ne peut plus jamais faire une endoscopie rigide, réséquer ni la prostate, ni un polype de vessie, ni quoi que ce soit, parce que je pense qu'il ne faut pas le faire. Parfois, on n'a pas le choix. C'est rare. Ouais, moi, j'ai fait 2 fois et j'ai vraiment regretté. Mais parce qu'après, j'ai très ennuyé. Puis en plus, c'est toujours dans les cas très difficiles qu'on se pose la question. Donc c'est vrai que quand on n'arrive pas à réparer du tout, peut-être que de temps en temps, le mitrofanoff est une alternative qu'il faut savoir évoquer aussi. Et donc, vous voyez le genre de résultat qu'on peut avoir après simplement une mobilisation urétrale, ça donne ça. Et observez l'angle. Observez l'angle. Quand il n'y a qu'une mobilisation urétrale, on arrive à avoir une urètre qui fait quand même moins cette anse de panier. Et là, c'est de plus en plus tendu au fur et à mesure de l'avancée. Alors, qu'est-ce que la chirurgie pédiatrique nous a appris à nous, les urologues qui opérons aussi les adultes?
eh bien, que chez les enfants et les adolescents opérés, les succès sont quand même très bons. 90% de succès en chirurgie reconstructrice, c'est quand même très bon, donc il faut le savoir. Les pires cas, c'est les malformations anorectales. Alors les malformations anorectales, vous voyez tous, avec des fistules, qui sont des fistules rectales sur la face antérieure de l'urètre membraneux ou prostatique, qui en général ont été un peu abandonnés parce que le chirurgien digestif va aller faire une ligature le plus près possible. On se retrouve avec des recoins, fréquemment des sténoses, et en général, ils sont assez mal engagés. Donc il y a quelques séries avec des chiffres importants, 118 patients, et là encore, les chiffres de succès sont vraiment importants. Donc l'importance de l'urétroplastie chez l'enfant est vraiment vérifiée dans la bibliographie aussi. Quelque chose d'assez particulier, parce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que les valves de l'urètre postérieur, qui sont quand même une chirurgie qu'on fait régulièrement dans un hôpital d'enfants, qui sont des chirurgies que personnellement je trouve difficiles, on ne part jamais complètement satisfait, on rêve d'enlever proprement une valve de l'urètre postérieur, mais en pratique on part, c'est un peu défoncé, quoi, hein, j'exagère, mais on s'attend quand même à avoir pas mal de complications, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Quelqu'un a repris 190 sténoses chez l'enfant, il n'y avait que 13 post-valves de l'urètre postérieur, et le traitement endoscopique chez ces enfants avait bien marché. Donc, on n'a pas d'argument pour penser que la section des valves va nous donner beaucoup de sténose de l'urètre postérieur. T'en as vu, toi? Vous en avez eu dans vos services après section de valve? Dans l'ensemble, les opérations sont bien faites, je pense, puisque ça marche. Moi, j'en ai opéré un, et ben, on l'a traité comme une sténose de l'urètre post-traumatique, tout simplement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que par la technique de dissection de l'urètre membraneux dont je vous ai parlé, je l'ai abordé comme ça, j'ai ouvert l'urètre, qu'est-ce que j'ai vu? Des valves. Ça veut dire que si vraiment un jour on doit opérer un enfant qui a des valves de l'urètre postérieur et qu'on n'a pas trouvé de résécteur ou que la situation économique est telle qu'on ne peut rien faire d'autre que l'opération, on peut aborder cette région-là. J'en suis persuadé. Et réségler des valves, de 2 coups de ciseaux et refermer. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. Mais j'ai dit juste que cette voie d'abord nous permet de voir les valves de l'urètre postérieur. Je sens que j'en inquiète quelques-uns. Donc, c'est pareil, là, toutes les sténoses, en appliquant les techniques de l'adulte, on les améliore bien, je ne vais pas trop insister. Donc, le message numéro 4 que je vais vous donner, c'est le dernier, c'est qu'il faut opérer sans hésiter les enfants et les adolescents qui ont des sténoses et des ruptures de l'urètre, parce qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour les améliorer, pour les guérir. Qu'ils aient une interruption, un rétrécissement, ou s'ils ont récidivé avec un traitement endoscopique, et a fortiori de l'urètre antérieur, et a fortiori de l'hypospadias. Je vous rappelle que le traitement endoscopique des sténoses de l'urètre et hypospadias reconstruit est proche de 0. Ça ne marche pas. Quelqu'un ici est complètement différent pour l'ensemble, ça ne marche pas. Et ma conclusion numéro 5, c'est que la chirurgie de l'urètre, ça marche, et qu'il faut s'entraîner avec des taux de succès qui sont vraiment importants, et c'est ce que vous faites, et je trouve ça très motivant de voir autant de gens pour approcher cette chirurgie. Je crois que même si on ne la fait pas, c'est tout de même important de savoir qu'elle se fait. Et il faut réfléchir à une organisation territoriale, parce que c'est vrai qu'il faut en faire quand même un certain nombre pour être à l'aise, et après savoir qui fait quoi dans notre région. C'est le plus intéressant, c'est l'avenir de la médecine, je dirais que c'est l'honnêteté qu'on doit tout savoir, de dire ben ça je ne fais pas, j'en ai jamais fait, mais par contre je sais qu'on peut le faire, je me débrouille, je sais qui fait quoi, etc. Voilà, j'en ai fini pour ce point. Il n'y a pas d'analogie parce que vous insistez sur le fait que dilater finalement ça ne va pas marcher, ou bien faire une incision endoscopique, ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est vous persistez avec ça, ou bien on peut commencer par la dilatation et puis on va voir après est-ce qu'on va le tirer ou non? Moi je pense que oui, c'est-à-dire dilatation, quelque chose de bien, sténose de l'urètre antérieur,
ni chez l'enfant, ni chez l'adulte. Oui, dans les guidelines de la Société européenne d'urologie, maintenant, dans les sténoses de l'urètre vénien, il y a une forte recommandation de ne pas faire l'urétrotomie. Donc si la sténose est très courte, on peut peut-être la dilater, parce que c'est moins dévascularisant. Mais si c'est une sténose longue, on peut opérer d'emblée sans passer par l'étape initiale d'essai d'urétrotomie. Et c'est une Parce souffrance, que ça ne marche pas. c'est des anesthésies, une souffrance importante, des dilatations. Ah oui, oui, on fait semblant de trouver que c'est pas très agressif, c'est pas vrai. En plus, il y a quand même plein d'urologues qui sont des sauvages et qui les font sans anesthésie, c'est insupportable. On met à part les sténoses du méa, qui sont quand même un peu particulières. J'ai pas fait la précaution de les sténoses du méa, on peut en parler une fois. Oui, D'abord, bravo pour cette excellente présentation, surtout pédagogique. Et j'ai beaucoup aimé, je pense qu'on peut utiliser ça pour. Voilà. La question, c'est pour quand il y a une fibrose importante, surtout après, en cas d'interruption, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut resséquer cette sténose Oui. Se contenter juste pour la libération du urètre en aval, etc. En fait, c'est une chirurgie qu'on fait avec les l'espace. On fait une chirurgie avec les doigts. On va chercher l'urètre dans toutes ces attaches et on pousse sur le ventre. Ensuite, dans les profondeurs, il faut qu'on aille chercher l'urètre en utilisant l'hystéromètre ou un autre instrument si vous voulez. Les très riches vont mettre un endoscope. Ça va. Et une fois que c'est fait, qu'on a repéré l'urètre sur lequel on veut se connecter, qu'on a appliqué les artifices pour gagner de la longueur, c'est-à-dire la séparation du caverneux, etc., il faut ensuite qu'on enlève toute la fibrose. Et moi, je raconte toujours la même histoire. Un jour, j'avais fait, il y a presque une dizaine d'années, j'avais fait une urétroplastie, une urétrographie terminale dont j'étais très content. J'ai enlevé la sonde, le patient a venu une fois. Et après, il s'est bloqué. J'étais un peu plus lourd, j'étais pas très content de l'opération. Arrive à Daniel Albrecht qui va opérer à Nice, et mon collègue Daniel Chevalier de Nice m'appelle en me disant j'ai Daniela, le patient est malade, il ne peut pas être opéré, tu n'aurais pas un patient. J'appelle le mien, je lui dis tu vas à Nice, c'est la chance de ta vie, tu auras 3 chirurgiens pour toi. Et donc j'ai regardé Daniela, je suis opéré comme mon patient. Et c'était très intéressant pour moi parce que j'avais l'impression de bien avoir avancé là-dedans, mais je n'avais pas perçu à quel point l'ablation de la fibrose était importante. Parce que la fibrose, c'est quoi? C'est certes de la cicatrice quand elle est très blanchâtre, mais il y a toute une partie qu'on appelle fibrose qui en réalité est une dilacération des diaphragmes. Et c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'on enlève du blanc, de la grosse cicatrice, mais quand on regarde de près avec des loupes, on voit qu'il s'agit de muscles. Donc en fait, c'est une dilacération du diaphragme pelvien qui s'est plus ou moins recicatrisée, et il faut tout enlever sinon ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, et le sphincter? Donc je le dis, et le sphincter. Donc le sphincter, j'espère que je vais choquer personne, c'est comme Dieu. On sait où il est, mais on ne le voit pas. On sait où il est, mais on ne le voit pas, vraiment. Et en fait, il y a un amas musculaire de la région qui après finit par constricter à distance. Et ça, c'est quand même important à comprendre parce qu'il ne faut pas que ce soit la peur du sphincter qui nous fasse faire des mauvaises opérations. Et de faire la résection, mais pourquoi je gêne un peu plus que moins? Moins il y a de tension, plus il y a de chances que la cicatrisation soit bonne. En tout cas, la résection de la fibrose, c'est important. Pour finir avec l'histoire de mon patient, elle a enlevé une main de fibrose. Donc, il a le creux de la main. Et je me suis dit, mais mon jeune patient, il n'aura plus jamais d'érection, il va être complètement incontinent. Pas du tout. Il va très bien. Comme il dit toujours aussi mal sa voiture, mais en tout cas, l'ablation de la fibrose, vous avez raison de souligner que ce que je n'ai pas fait, c'est vraiment important. Je vais parler de comprendre. Et c'est au doigt, c'est en touchant qu'on enlève Il y a un recul sur la sexualité ultérieure, la dilacération, les bandelettes, parce que... Non, mais c'est pas terrible. D'ailleurs, quand quelqu'un a une fracture du bassin avec une interruption de l'urètre, on peut lui poser la question, est-ce que vous avez encore des érections et des orgasmes? S'il dit oui, on peut lui dire, vous savez, la chirurgie risque de dégrader ça.
Et de temps en temps, moi, ça m'est arrivé une seule fois que je ne veux pas prendre ce risque-là. Je préfère avoir une cystostomie du 39. J'abandonne la capacité d'uriner dans le bas. Et par contre, il a gardé une fonction érectile et une fonction orgasmique normale. Mais bon, la plupart des gens disent on verra après. Parce que c'est vrai que se passer une sonde dans le nombril, c'est même pas. C'est mieux que rien dans certains cas. Et la deuxième, beaucoup. Donc, il faut tout faire pour que la première opération soit la bonne. C'est pas que moi qui dis ça, je cite la synthèse des arguments. Voilà, à la place de réanimer précoce, du coup, est-ce qu'il faut l'essayer ou pas, ou laisser mettre le cathé, attendre et opérer, et si on l'opère, c'est à partir de quel délai? 3 mois, 6 mois? Alors, on a une responsabilité universitaire, c'est-à-dire qu'on donne des messages cadres. Je pense qu'il ne faut pas le faire. De temps en temps, il y a des cas très exceptionnels, on a réussi. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est en bas avec un fibroscope, il voit que du rouge. Alors il dit à son collègue, passe par en haut ton fibroscope, et tu la vois, ma petite lumière, et voilà. Enfin, moi j'ai connu un peu toutes les, à mon âge, toutes les erreurs, on les a faites. Et ça, je peux vous dire, je l'ai vu pendant des années, ça ne marche jamais. C'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas si tu as une idée différente. Et pour le coup, les centres experts comme l'Anne-Hélène en Angleterre, qui a un recrutement mondial dans le tour de l'urètre, disent mais ne faites pas ça. Parce que vous allez transformer un hiatus de 2 cm en un hiatus de 6. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est plein de bonnes intentions. Il y a toujours quelqu'un qui dit mais si j'ai déjà fait 3 fois, des fois ça va pas. Ouais, non, quand on a vraiment des données qui nous le prouvent, je pense qu'il ne faut pas le faire. Sauf cas très particulier, parce que la vie est peut-être. Notamment pour les patients qui ont une rupture dont on pense qu'elle est partielle parce qu'ils continuent à uriner un petit peu, par exemple. Oui. Voilà. Donc, ceux-là, tu peux faire un sondage à 2 secondes de doigt. Voilà. Plutôt qu'une endoscopie, parce que l'endoscopie, il y a une pression d'eau, on met partout. Ça peut la garder. Comment? Ça peut la garder. oui, ça peut l'avoir. Moi, je dirais, si on doit faire quelque chose, c'est éventuellement un sondage 2 secondes de doigt. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'urologie transitionnelle. Les enfants que vous, chirurgien pédiatre, vous opérez un jour sortent du champ de votre compétence, puisque en principe, à partir de 15 ans, ou ça dépend, 18 ans peut-être pour certains services, on passe en adulte. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un vis-à-vis, de savoir ce qui a été fait, etc. Et j'y suis d'autant plus sensible qu'à l'époque où je travaillais à la clinique Taufir, j'avais fait un deal avec un de vos collègues, le docteur Taufir Bachlawi, et le truc qu'on a fait, c'était que lorsque je recrutais un enfant, je l'appelais, on faisait ensemble, et lorsque je recrutais un enfant, il m'appelait, et celui qui opérait, c'était celui qui était le plus à l'aise pour le type d'intervention. Par exemple, moi, je n'étais pas à l'aise sur le buccal, j'ai beaucoup appris de lui, et j'opérais d'autres choses pour lesquelles il avait moins d'affinité. Donc je pense que c'est intéressant. Et d'autre part, merci pour cette invitation, du fait qu'on est très heureux de voir qu'il y a des bons services de chirurgie pédiatrique qui prennent bien en charge les patients, parce que nous, en Tunisie, on voit aussi pour les chirurgiens adultes des patients qui viennent de très loin, de pays d'Afrique subsaharienne par exemple ou d'autres, et qui ont été opérés par des urologues parfois adultes, et qui n'ont pas obligatoirement l'expérience de ça. Et donc nous, l'état des lieux à l'âge adulte, de ce qui a été fait à l'enfance, eh bien c'est pour nous, et vous allez voir que parfois ça n'est pas du tout facile. Alors première chose, et pour faire écho à ce que tu disais, ce sont les traumatismes de l'urètre. Alors regardez ce patient, il a eu un accident de la voie publique, et première chose, regardez jusqu'où le radiologue introduit la sonde. Ça c'est un peu embêtant, parce qu'il peut y avoir des lésions de l'urètre pénien, et donc parfois ces UCR ont un faible débit du fait de la sténose. Donc, d'où l'importance de la fibroscopie qui va permettre de faire le diagnostic différentiel. Et bien sûr, ce patient, et je crois que c'est le record des patients que j'ai vu le nombre d'urétrotomies et l'urétrotomie dans les traumatismes, c'est totalement contre-indiqué qu'il a eu.
eh bien, il a été mis en catéchustubien, pendant 14 ans, et donc on le retrouve naturellement avec les calculs de Stase. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? J'ai fait l'endoscopie, donc on voit le petit trou en haut, la petite lumière qui correspond à l'urètre sténosé, la grosse lumière qui correspond à ce pseudo-diverticule là, et j'avoue qu'à un moment j'ai été tenté de mettre une lame de rétrotome pour séparer cette paroi, couper cette paroi, mais finalement on va se retrouver avec une grosse poche qui va peut-être s'infecter, qui ne va pas se vider. Donc ce que j'ai fait ici, c'est j'ai excisé ce que j'appelle, oui, pour le coup, une fistule, parce que la vessie ne va jamais se refermer toute seule. J'ai excisé la fistule, j'ai ouvert la vessie, j'ai sorti tous les calculs qu'on ne peut pas sortir par voie endoscopique. Et puis j'ai décidé d'exciser en fait toute cette zone un peu douteuse. Et donc vous voyez, c'est tout le diverticule qui part, et là on se retrouve sur une résection anastomose simplex, le patient est guéri. Donc ça aurait pu être fait bien plus tôt si le patient avait été pris en charge comme la 14 ans de cathéter. À 14 ans de cathéter. Ça c'est une chose. Deuxième chose, et puis on parlait de Bernard tout à l'heure, ce sont les hypospadias qui arrivent avec une belle correction de leur rétroplastie, mais pas de la courbure. On ne sait pas quoi faire. Alors, moi, tu vas en parler tout à l'heure dans ton topo, mais voilà comment je me suis organisé. Si le patient, lui, il a 13 ans, si le patient, et il a été opéré qu'une seule fois, mais il a quand même, là où c'est fléché, une fistule. S'il n'a pas eu beaucoup de rétroplastie, je préfère quand même tout défaire de ce qui a été fait, parce que je pense que la rectitude de la verge est une chose extrêmement importante. Et là, donc, je greffe, secondairement, je refermerai, j'y reviens tout à l'heure, mais au moins, on va être sûr d'avoir un bon greffon, un bel urètre et surtout une bonne rectitude pénienne. C'est ça qu'on appelle le BRCA premier temps. Et ça, donc, c'est le BRCA premier temps. Donc, on est d'accord que c'est moche. Excuse-moi de dire ça. Mais Oui. il faut quand même prévenir les patients. Parce qu'ils ont quand même un choc quand ils voient leur verge comme ça. Oui, il reste. Autrefois, on disait 3 mois, maintenant, c'est plus 6 mois dans la littérature comme ça. Et voilà. En revanche, quand le patient a été opéré plein de fois, et c'est vraiment, ça arrive fréquemment, donc on a le problème cutané, la peau qui n'est pas très jolie, il y a parfois eu des fistules qui ont été refermées, et puis à un moment, on arrive à une sorte d'équilibre un peu instable, on n'a plus du tout envie de redéfaire tout ce qui a été fait. Donc dans ces cas-là, pour ma part, c'est là où je fais un 18, et donc vous voyez que pour ne pas mettre en péril l'urétroplastie, je fais un degloving uniquement d'arsal, et je ne touche pas du tout à la partie ventrale pour ne pas léser ce qui a été fait, et on arrive à peu près un résultat qui satisfait les deux parties, si je puis dire. Troisième chose. Pardon? Tu ne fais pas de picature, tu fais une résection. C'est ça. Nesbit. Je fais une résection, une vraie Nesbit. Parce que c'est des patients qui peuvent avoir de bonnes érections, et j'ai pas envie qu'une simple piqûre soit. L'autre possibilité, c'est des patients qui ont été complètement opérés au plan de leur rétroplastie. Vous voyez, il a un MEA, bon, pas tout à fait apical, mais enfin ça va. Mais le problème, il a une sténose distale, et donc je vais dire ce que je fais tout à l'heure. Et dernière chose, et c'est une chose vraiment, c'est une vraie catastrophe, c'est ça. Quand on voit une UCR comme ça, on pense que c'est peut-être toutes ces banalisations, c'est de la peau, parce que la peau a tendance à se dilater. Donc moi, dès que je vois ça, c'est le réflexe peau. Et si on pense que tout ça, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas opéré, mais si on pense que c'est de la peau, ça veut dire que tout ça c'était de l'urétroplastie, que donc le patient avait initialement une hypospadias périnéale. Et effectivement, donc ce sont les lamboscrotaux, et vous voyez, parce que ces patients ont rarement un compte-rendu opératoire premier de ce qui a été fait, mais en ouvrant, on s'aperçoit que ce gars a un urètre en haut, qu'il y a des poils, qu'il y a des calculs sur des poils, et ce sont des gars qui arrivent à l'âge de 30 ans. Il faut savoir qu'ils ont également un problème d'infertilité, parce que ces poils et ces calculs, c'est de la leucospermie, c'est du stress oxydatif, et ils passent souvent en PMA, et si on ne fait pas la cure de l'hypospadias, on ne pourra jamais avoir de bons spermatozoïdes fécondants, et il faudra faire une PMA avec une biopsie testiculaire qui puisse récupérer des spermatozoïdes propres qui ne sont pas passés dans la filière infectée. Donc il y a aussi un problème en relation avec la fertilité. J'entre dans le vif du sujet, donc l'importance de la muqueuse buccale. Alors première chose, question bête, pourquoi pas la muqueuse vésicale? A priori, ce serait logique puisque c'est de l'urothélium et c'est dans la suite de l'urètre. Eh bien, on n'utilise pas de muqueuse vésicale en première intention parce qu'elle est trop fine et qu'elle a tendance à se rétracter. En revanche, la muqueuse buccale, elle est plus robuste, on va le voir tout à l'heure, et tout aussi bien que la muqueuse vésicale, elle est adaptée au milieu humide et au pH acide de la salive, que l'on va retrouver également dans les urines. Donc,
C'est le gold standard actuel. Alors voilà comment je ne sais pas comment malheureusement je n'ai pas pu être au bloc avec vous ces deux jours pour voir, mais j'ai toujours pensé qu'on était un peu gêné par les potences des anesthésistes, et donc je me suis un peu organisé différemment. Je demande aux anesthésistes si ça ne les gêne pas lorsqu'on met le champ de recouvrir la tête du patient, et ils me disent non, absolument pas. Donc je fais mon geste urétral, ensuite quand je vais prélever, je fais un trou dans le champ et je mets un champ troué, et vous voyez que j'ai plein de place. Je ne gêne pas les anesthésistes, ils ne me gênent pas pour faire mon prélèvement. Le prélèvement de muqueuse buccale, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il se fait donc, de la lèvre jusqu'au fond de la gorge. Il faut faire attention au canal de sténon. Alors le canal de sténon, on le voit, c'est un petit monticule. S'il y a un problème pour le voir, il faut mettre de l'encre dessus, comme ici, et attendre un petit peu l'éjaculation salivaire. Et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment bien le voir. Et si on a vraiment un doute, on prend un fil un peu rigide, comme du prolène par exemple, et on peut le cathétériser, et juste sur 5 mm, histoire de ne pas le couper. Mais habituellement, on le voit très bien. En fait, on les voit bien le matin, quand ils sont bien hydratés, et moins bien l'après-midi, où ils ont la salive visqueuse et moins abondante. C'est logique, mais... J'ai jamais remarqué ça, parce que je fais toutes mes érythroplasties le matin, donc... Voilà. Alors, une chose importante, c'est l'hydrodissection à l'adrénaline, parce que ça permet vraiment d'augmenter la surface à prélever et également de diminuer le saignement. Et en gros, vous voyez qu'il s'agit de récupérer toute la muqueuse en laissant sur place le muscle qui est rouge. Et pour ma part, j'ai pris beaucoup de temps à faire ce geste parce que je ne savais pas le faire. J'aurais pu demander à un chirurgien stomato de m'apprendre. Je n'ai même pas eu la présence d'esprit. En fait, c'est un geste relativement simple. Et vous, chirurgien pédiatre, vous êtes habitué à disséquer sous des muqueuses pour faire des Cohen, par exemple. Et bien donc, c'est vraiment à la portée de nous tous. Sauf que là, on repart avec le bout de muqueuse. Et donc, voici le greffon, qui peut être plus ou moins long en fonction de la profondeur de la bouche du patient. Et la question est de savoir par la suite, ça donne quand même un sacré trou, est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ne ferme pas? Les chirurgiens stomato ne ferment jamais. Ils laissent ouvert. Et peut-être qu'ils ont raison parce que dans la littérature, Bernard, tu as vu, ça donne les mêmes choses. Mais tous deux, nous fermons parce que nous aimons bien la chirurgie de reconstruction, donc il faut reconstruire la bouche. Pourquoi pas? Je trouve que c'est plus sympathique pour le patient. On arrive toujours plus ou moins à fermer. Et quand la petite astuce, c'est que si on sent qu'il y a une tension, il faut refermer un peu l'ouvre-bouche pour avoir un peu plus d'étoffe. Et ensuite, une fois que l'on dispose du greffon, eh bien, pour que la greffe prenne, il y a deux choses. Il faut dégraisser le patch et il faut le fixer. Alors dégraisser, on peut le faire tout simplement au doigt. Vous voyez sur la flèche la partie toute initiale qui a été dégraissée. Donc il faut laisser que le blanc. Il faut enlever la graisse jaune et le résidu de muscle de la joue qui est rouge pour obtenir finalement quelque chose comme ceci. Ensuite, il faut adapter le greffon au site. Donc vous voyez ici, le greffon il a à peu près la forme de mon défect. Et vous voyez que le greffon est ancré au plan profond avec des petits points de liquide rapide. Depuis, je le fais également parce que c'est aussi efficace et c'est plus rapide. Mais cette diapo est assez ancienne et ça a été décrit initialement comme ça. C'est vrai que tous, en avançant en expérience, on est un peu moins obsessionnel de la cousette. C'est vrai que les premiers, on mettait des centaines de points. Et c'est très long. Vous voyez, quand le gland est assez large, je n'hésite pas à prendre, plutôt que de prendre un greffon comme ça triangulaire, de prendre un greffon transversal uniquement pour le gland, de manière à ce qu'il soit vraiment bien étalé. Et la petite astuce, quand on prélève les deux joues, parce que là, chez ce troisième patient, le défect est quand même important, il faut que la ligne de suture entre les deux greffons ne soit pas horizontale, mais qu'elle soit à 45 degrés, c'est un peu comme les principes de spatulation, de manière à ce que lorsqu'on enroule par la suite, secondairement, il y a un risque moins important de rétrécissement. Autre chose d'important, quand on fait une chirurgie en deux temps, comme chez ce patient, vous voyez à gauche, le greffon est placé, au milieu, il est ancré, et ici, on va rajouter à cet ancrage par des points une compression mécanique avec une compresse que le patient garde à peu près 6-7 jours, je ne sais pas combien tu la gardes pour moi. Pareil, voilà. Et ensuite, donc là, on pense que ça améliore la prise du greffon. C'est quoi ta compresse? Moi, mon compresse, c'est une compresse basique nord-africaine. Je sais qu'il y a des compresses très étudiées, très élaborées, mais moi, je mets une compresse... Oui,
vaseline en dessous. Moi, je fais tout au sérum, je n'ai jamais de produit chez moi. Et je fais un vrai bourdonnet, c'est-à-dire j'entoure la sonde avec une compresse siliconée qui s'appelle Mepitel. C'est pas très cher, c'est un petit peu plus cher que les compresses normales, qui appuie sur le greffon. Je fais des gros bourdonnets 3 points. On met suture vert, comme ça on ne se trompe pas de points, on enlève le produit chaud. Et en fait, c'est la sonde et la compresse qui appuie. Et les tuiles grasses. Pardon? Les tuiles grasses. Moi, j'en mets pas. Pas forcé. Moi, je trouve que c'est difficile à enlever après, ça colle, et j'ai toujours peur que ça me colle au greffon, donc j'évite d'en mettre. La compresse, il faut la mouiller à chaque fois. Oh, la compresse, Il faut qu'elle reste Oui. humide. oui, il faut la mouiller aussi quand on l'enlève. Et une fois que c'est enlevé, moi j'ai appris ça de Nicolas Morin-Journal, je ne sais pas si tu fais pareil, mais je demande aux patients jusqu'au second temps de mettre de la vaseline sur le greffon pour qu'il reste un peu humide. Après, je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas d'étude l'un versus l'autre, mais j'ai pris cette habitude-là. Alors, avant de passer à quelques petites applications pratiques, est-ce qu'il y a du matériel spécifique à utiliser pour les urétroplasties? Eh bien, je dirais oui et non, comme ce qu'on a dit hier. En fait, j'utilise un ouvre-bouche, tout le monde ne l'utilise pas. Par exemple, notre collègue qui a beaucoup publié là-dessus à Hambourg, Margit Fisch, elle a 2 externes qui tiennent des fils tracteurs comme ça, elle n'a pas d'ouvre-bouche. Bon, mais elle est chef de service, elle a des externes. Moi, je ne suis pas chef de service, je n'ai pas d'externe, j'ai un ouvre-bouche, je l'utilise. Et c'est très simple. J'utilise des guides hydrophiles parce que j'ai vu lors du live surgery, justement, quelqu'un mettre un guide vert et en fait il est parti sur une fausse route en sous-muqueux et il a mis 3 quarts d'heure avant de récupérer le trajet normal. Donc je trouve que ces guides verts sont un peu toxiques, notamment pour les reprises. On a eu une difficulté ce matin, notamment pour monter la sonde sur le fil guide, parce que la glissance, pour la retirer, ça aussi. n'a pas marché. Aussi, donc Pneumatique. je préfère les guides hydrophiles. Alors, pour ancrer un greffon très postérieur, j'utilise un spéculum nasal que j'ai fait un peu customisé, si je puis dire. Oui, comme je pense que tu en as un pareil. Oui. Voilà. Et donc c'est pratique parce que là, on a l'impression que c'est tout proche, mais en fait c'est à 1 cm du verrou simplement. Et ça permet de bien ouvrir, de bien voir l'aiguille sortir et de la récupérer avec un porte-aiguille par la suite. Je ne sais pas comment. Alors, je connais la réponse, c'est l'hystéromètre qui vous a permis aujourd'hui, j'imagine, de retrouver le moignon proximal. Alors, pour moi, le gold standard, c'est le fibroscope souple. Alors, pourquoi? Parce qu'on part toujours du principe que les 2 moignons sont l'un en face de l'autre, mais parfois ils ne le sont pas. Et lors d'un cas, oui, on ne sait pas trop. Et lors d'un cas récent, je ne suis pas arrivé à retrouver, moi j'utilisais un béniquet autrefois, et en fait quand j'ai mis le fibroscope souple, la lumière était complètement déjantée à droite parce que les segments étaient décalés. Donc je trouve que c'est vraiment une manière très simple de retrouver le... Enfin, très simple si l'orifice du cystocate était très large. Voilà. Parce qu'un fibroscope souple vésical, c'est charrière 18. Non, mais sinon on dilate et on incise. Voilà. Les béniquets, je ne m'en sers pas, sauf, je ne m'en sers pas pour dilater, je m'en sers simplement quand je fais une résection à la semose pour mesurer la qualité du diamètre que j'ai, en fait. Et là, vous voyez qu'on a excisé, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est une rupture urétrale post-traumatique, donc vous voyez qu'on a excisé toute la fibrose, et les 2 flèches montrent les deux bords muqueux, on sent que c'est de la muqueuse qui est souple, et on voit absolument que le très gros béniquet passe, et qu'il y aurait même la place d'en mettre un autre au-dessus, et donc là on peut espérer un bon résultat. Dans l'urètre pénien, alors c'est de ça dont je parlais hier. On est d'accord qu'il faut voir la muqueuse à chaque fois qu'on met des points pour les rafler. Voilà, tout à fait. J'ai trouvé un écarteur absolument génial, c'est pas moi qui l'ai designé, c'est un collègue indien qui s'appelle Pankaj Joshi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que il est conçu très simplement. Vous avez en bas une pince à verge ici. Là, il y a une réglette qui permet de mesurer éventuellement la longueur du défect que vous avez greffé. Et en haut, vous avez une pince Peckelly. Donc c'est très bête, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire une chirurgie sous clampage. Ça ne saigne pas comme vous le voyez. Et en plus, vous pouvez à la fois coucher la verge ou la relever. Ça va.
Ça, c'est une de mes images en revanche, et vous voyez que le gros avantage, c'est de permettre pendant toute l'intervention de maintenir la verge tractée. Et ça, c'est un élément très important, parce que quand on met un greffon sur une verge qui n'est pas tendue, le risque, c'est que quand le patient se met en érection, eh bien, ça va tirer sur le greffon et il va y avoir un effet de pression. Donc, je mets toujours tous les greffons sur une verge tendue, et cet écarteur me le permet très facilement. Ça coûte $50. Donc c'est vraiment, s'il y a la possibilité de l'avoir, ce serait vraiment bien. Pour le périnée, j'utilise soit ce type d'écarteur Turner Warwick, soit, comme ici, un écarteur de Lockstar dont on reconnaît les tendeurs bleutés, soit, regardez ici, je suis très bien avec un simple Beckman. Et ça, c'est un enfant qui a 15 ans. En fait, il faut s'adapter à l'anatomie. Parfois, les choses sont très superficielles et parfois, elles le sont beaucoup moins. Ce qui est bien aussi, c'est 2 Beckman. Et c'est 2 Beckman, parfois, oui. Mais j'ai montré ça exprès pour dire que parfois, même avec un Beckman, ça passe. Et pour répondre également à tes questions de tout à l'heure, pour les corps caverneux, j'aime bien mettre un Beckman entre les corps caverneux, ce que tu disais tout à l'heure. Là, on voit qu'on les a ouverts. C'est un Beckman qui est un peu mousse, celui-ci, qui permet, une fois qu'on a trouvé le bon plan, d'ouvrir vraiment sur les fameux 4 cm qui sont nécessaires pour avoir un gain de place substantiel. Et à présent, on passe à quelques exemples pratiques d'utilisation de la muqueuse buccale. Alors, dans l'urètre pénien, ce que je fais habituellement, quand la sténose est assez serrée, je fais un abord postérieur, donc un Barbagli. Donc ici, en fait, l'urètre, je l'ai renversé, je l'ai ouvert, et la flèche, c'est là où je vais mettre, en fait, le greffon qui ici n'est pas encore tout à fait étalé, et ensuite, bien sûr, on va rabattre le couvercle, donc c'est un abord postérieur. Lorsque la sténose n'est pas très, le rétrécissement n'est pas très serré, je peux faire un abord antérieur, donc c'est la technique d'Azopa. Donc vous voyez ici, on aborde ventralement, on ouvre la partie longitudinale, longitudinalement on ouvre la partie ventrale de la verge, on prépare ici le site du greffon, on met le greffon, on le suture, et ensuite on referme, et vous voyez que j'ai en plus mis une couche de Dartos pour waterproofer un peu l'affaire, et ensuite voilà. Et notre ami Margit Fitch fait presque que ça en fait. Ah oui. Oui. Et donc c'est vraiment aussi une question d'école. Ça peut sembler bizarre conceptuellement, mais beaucoup de bons chirurgiens font cette option parce qu'on fait une ouverture axiale d'un urètre malade, et puis on va traiter de l'autre côté, et on referme la partie qu'on a ouverte. C'est un peu surprenant. Et pourtant, les résultats, leurs résultats sont à peu près équivalents à l'abord postérieur. C'est assez facile en fait. C'est l'intérêt. Ah, tu es d'accord? Tout à fait, tout à fait. On est toujours dans l'urètre pénien, donc moi j'accorde beaucoup d'importance, comme tu disais Bernard tout à l'heure, à cette nouvelle intervention de Kulkarni qui consiste donc à ouvrir au niveau du périnée ou parfois en interscrotal pour sortir toute la verge. On voit ici le relief urétral qui se dessine. Et puis on va mettre tous les greffons que l'on veut, ventraux ou dorsaux, par là, et ensuite on va refermer, et ensuite on replace la verge à l'intérieur, et on a ceci. Là, c'est une sténose pan-urétrale, vous voyez que mes greffons arrivent jusqu'au méa. Et quel est l'avantage de ça? C'est qu'on n'a pas du tout touché à la peau pénienne. Donc, ce qui est intéressant, notamment pour les sténoses post-hypospadias, avec une peau qui a été très triturée, avec des fistules et tout, on peut faire ce que l'on veut sans mettre en péril cette peau. Et donc, je pense que c'est vraiment une technique intéressante. Ça, c'était dans la partie pénienne. Dans l'urètre bulbaire, maintenant, voilà ce que je fais. Alors, on a le choix entre un greffon dorsal, et donc là, c'est pareil, c'est un abord dorsal. On soulève l'urètre, on le fend longitudinalement, on met le greffon au fond, et on ressort. C'est la technique de Barbagli, c'est comme ça que ça a été décrit au départ. Mais parfois, ça n'est pas suffisant, comme c'est le cas ici chez ce patient qui a une sténose qui est plus longue. Et si on tient toujours à l'abord dorsal, eh bien, on peut faire un greffon combiné, c'est-à-dire que lorsqu'on va ouvrir, vous voyez qu'on va mettre un greffon dorsal, mais on met par l'intérieur un greffon ventral, et vous voyez quelle énorme lumière ça fait. Vous pouvez comparer la taille de la sonde, et donc ça permet de se sortir de cette affaire. Et voici le contrôle 6 mois plus tard. On voit les encoches du début et de la fin du greffeur, on voit que la greffe a manifestement ici bien pris. Mais on peut faire également un abord ventral, comme ça a été montré tout à l'heure pour la partie pénienne. Donc ici, moi je trouve que ça c'est l'intervention la plus simple.
parce qu'il n'y a aucune dissection, ni rétro-urétrale, ni en amont, ni en aval. On incise le bulbe, on trouve la partie sténosée, donc là on a le fameux U ouvert, et on va remplacer par un greffon qui par la suite va être suturé, et alors que le greffon postérieur était nourri par les corps caverneux, ce greffon ventral va être nourri tout simplement par le spongieux qui va venir se refermer dessus, comme vous le voyez ici. Et dans la littérature, il y a exactement les mêmes taux de réussite entre abord postérieur, donc dorsal, ou abord ventral. Après, c'est une question d'école. Moi, je préfère cet abord-là. Et je le fais également quand il y a eu un premier Barbacli qui a échoué, donc un échec de postérieur. Il est évident qu'il est beaucoup plus simple d'aborder le rétro par bord ventral. Mais tu es d'accord qu'on ne peut pas faire cette technique dans le rétro pénien parce qu'une fois que l'on l'aurait mis sur le rétro sténosé, on n'aurait jamais assez de spongieux pour le recouvrir. Alors qu'au niveau bulbaire, c'est possible. C'est que en bulbaire. Que en bulbaire. Pareillement, quand on fait un abord ventral, on a parfois la possibilité de faire un double greffon. Donc là, j'ai pris en excès mon greffon ventral parce que justement, je voulais en utiliser un petit bout en dorsal. Il y avait une muqueuse qui n'était pas très très jolie. J'injecte en général du bleu de méthylène avant l'intervention et je vois quels sont les endroits qui ne prennent pas de bleu. Et j'avais trouvé au fond une zone un peu blanche. J'ai préféré la recouvrir de muqueuse et par la suite, donc je vais refermer, faire la même chose et enlever l'excédent de muqueuse que j'ai. Tu fais quelle dilution avec le bleu de méthylène? Un dixième? En général, c'est un dixième. Ouais, parce que nous, on s'est un peu trompé aujourd'hui et on a opéré du martyr. Parce qu'après, si ça marque trop, c'est... Oui, c'est ça nous a beaucoup gêné. C'est gênant. On n'avait pas bien dosé. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que la muqueuse buccale peut également s'utiliser dans certains cas de traumatisme. Vous voyez, ce patient, il a un rétrécissement urétral post-traumatique avec une lumière très très fine et sur 4 cm. Et quand on va avoir excisé la partie traumatisée, ben, on va se retrouver avec un moignon distal et un moignon proximal. Alors, le distal a déjà été disséqué, on ne peut pas le disséquer davantage, mais vous voyez que ça fait quand même un gap assez important. Alors, on peut certes faire l'anastomose directe, mais ça va tirer. Et l'astuce, en fait, c'est qu'il faut faire une simulation. On prend avec 2 pinces et 2 moignons, on les colle l'un à l'autre, et en faisant ça, on regarde si la verge bouge. Si la verge bouge, ça ne marchera pas, ça va donner un raccourcissement. Si ça ne bouge pas, on peut se laisser tenter. Mais là, en l'occurrence, ce que l'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'anastomose avec une muqueuse buccale. Et l'astuce ici, c'est de spatuler les 2 moignons dans le même sens. Donc, vous voyez, ils sont spatulés dorsalement. On fait une anastomose ventrale sur les 2 moignons. On garde donc un trou postérieur qui va venir se coucher sur un greffon de muqueuse buccale dorsale, comme vous le voyez ici. Je vais terminer par une petite chose qui m'aura beaucoup appris, on en a beaucoup parlé, Bernard. C'est une spécificité, je pourrais dire, de l'hémisphère sud, mais en l'occurrence, puisque nous sommes en Afrique, africaine. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la rétraction des greffons. Ça, c'est un très beau greffon que j'ai fait, j'étais très content de l'avoir fait, mais regardez, c'est atroce, c'est affreux. On a l'impression que c'est une malfaçon. Et j'en ai eu quand même un certain nombre, comme ça, et au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais raté probablement quelque chose dans la formation, qu'il y a quelque chose qui m'avait échappé. Donc, je suis allé regarder ce qui se passait dans la littérature. Et dans la littérature, vous voyez qu'en Europe, il y a 4 à 10% de greffons qui se rétractent. Et dans ma série, il y avait 18%, c'est quand même nettement plus important. Et ce qui m'a rassuré, c'est que dans la série de collègues bien plus connus que moi, en l'occurrence nos amis indiens, ils publient 39% de rétraction. Alors à quoi c'est dû? Ils donnent la réponse, moi c'est ça qui est intéressant. C'est dû à la chaleur. Greffon et chaleur ne font pas bon ménage. Ça c'est une chose donc il faut vraiment l'intégrer parce que vous allez voir que ça nous a complètement changé de manière de faire. Quand on a un greffon comme ça qui est rétracté, il y a 2 manières de le traiter. Soit on va totalement refaire le premier temps, ce qui va être le cas ici, parce que là vraiment c'est trop mauvais, soit on va rajouter un greffon central et je vais illustrer chaque propos par un petit cas clinique. Premièrement, on va faire le premier temps. Alors ici, c'est un soldat libyen, on en a reçu beaucoup quand on a eu le printemps arabe, et lui, alors il a eu une plaie par balle, et il a perdu, vous voyez, une grande distance d'urètre. Enfin, du moins, on ne sait pas s'il y a d'urètre à l'intérieur, mais il a une périnéostomie, et il a une autre urétrostomie distale qui est parfaitement perméable.
Mais malheureusement, quand je l'explore, eh bien, il y a une perte d'urètre qui est très importante. Et vous voyez d'ailleurs que ce patient a perdu son testicule gauche. Vous voyez, on voit très bien le relief du testicule droit, mais le gauche est parti dans la bataille. Donc ici, on va reconstruire. Alors la chance ici, c'est que le patient ait une bouche, mais très profonde. Et vous voyez qu'en dépit du gap très important, je peux avec un seul greffon radier les 2 urétrostomies. Et donc, malheureusement, le patient n'est revenu me voir que 3 ans plus tard. Et en plus, il y a eu la Covid. Et donc, vous voyez comment le greffon a, pour ainsi dire, disparu. On ne peut pas travailler avec ça. Il faut refaire. Donc, ce n'est plus une chirurgie en 2 temps, c'est une chirurgie en 3 temps. Alors, on refait bien sûr les zones qui ne sont pas, qui n'ont pas été trop touchées. Et par la suite, voilà, il est revenu, la greffe a convenablement pris. Donc, je vais tubuliser. Et là, c'est pas béni que le patient ait perdu son testicule parce que je dispose de tout le berthos à gauche pour pouvoir recouvrir l'urétroplastie. Et donc, voilà, le patient a retrouvé par la suite une anatomie, si je puis dire, normale, mais sans testicule gauche. Donc, vous voyez l'effet de la chaleur sur ce greffon qui était pas mal au départ. Et c'est vraiment une chose délétère. Deuxième option, on ne va pas tout refaire, on va juste rajouter un greffon central. Là, si vous vous rappelez bien, c'était la première diapo que je vous avais montrée du patient qui avait été convenablement opéré de son urétroplastie, si ce n'est que la partie distale est sténosée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais inciser tout simplement jusqu'à retrouver un calibre urétral normal. Et donc vous voyez, il y a un lit assez important dans lequel je vais mettre un greffon de la même taille. Je vais l'ourler au plan profond, j'utilise le 4.0. Et ensuite, lorsque je revois ce patient malheureusement trop tard, et ce patient habite le sud de la Tunisie, donc ce qui explique cette rétraction partielle. Je n'ai pas envie de travailler avec ça parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de muqueuse là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réinciser au milieu et je vais remettre un greffon de substitution. Avant de refermer, je fais une simulation pour voir si ça tend ou pas. Et si ça tend, je vais encore inciser jusqu'à avoir une possibilité de recouvrement sans tension. Voici le greffon de substitution. Le voici ourlé, et vous voyez bien ici qu'on a bien disséqué les ailes du gland, et on sent bien que le gland va pouvoir se refermer sans tension sur cette urétroplastie. On le voit ici, le tube est fermé. Je vais mettre du berthos avant, et ensuite vous voyez que les ailes du gland sont bien déployées et qu'on va pouvoir refermer sans tension. Voici le berthos, et voici l'aspect final. Alors ça c'est une sonde numéro 20. Je tubulise exprès là-dessus, mais sur l'urètre pénien, je l'enlève par la suite et je mets une sonde 14, juste pour que ça reste un petit peu ouvert et que les sécrétions puissent sortir. Alors finalement, comment éviter la contraction du greffon? Eh bien, c'est très simple. Quand on sait que le patient ne pourra pas venir tout de suite, quand on sait qu'il habite le sud de la Tunisie, ou quand on sait qu'il habite en Afrique subsaharienne, on ne va pas faire une mise à plat simple, c'est-à-dire qu'on va transformer le premier temps de l'intervention de Bracca en un premier temps de l'intervention de Ben Johansson. C'est juste une mise à plat. Et secondairement, quand il nous arrive, eh bien, à ce moment-là, on va le greffer. Alors, j'illustre ça d'un dernier cas clinique. C'est un patient qui a eu une sténose urétrale avec des antécédents d'infection à répétition et de fistule périnéale. Donc, quand on voit ça, on se dit que c'est un petit peu merdique. Et dans ces cas-là, je fais toujours une incision en U inversée, de manière à faire une périnéostomie d'attente si jamais ça devait être indiqué. Et effectivement, c'est le cas. Vous voyez que dès que j'ouvre, je tombe sur un amas de calcul et de poils, et qui dit poil dit l'emboscrocale naturellement, et effectivement, vous le voyez ici. Alors je vais exciser toutes les zones pileuses, et je mets ma périnéostomie sans greffon, parce que j'ai peur qu'il se rétracte encore une fois. 6 mois plus tard, voilà ce que j'ai. Le patient dit qu'il n'est pas dysurique, l'orifice est un peu rétracté, mais il est perméable. Mais dans l'optique de refaire un tube, vous voyez que la partie où il y a le trait blanc est quand même rétracté par la chaleur. Et si j'avais mis un greffon, il aurait été rétracté. Par contre, maintenant, je peux inciser, mettre mon greffon, tout de suite retubuliser, et le greffon n'ayant pas vu l'air libre, eh bien, il ne se rétractera pas, et on a un bon résultat ainsi. Et en conclusion, je dirais que la difficulté de la chirurgie urétrale provient de plusieurs choses. D'une part, des très nombreuses variantes cliniques, un hypospadias ne ressemble pas à un autre hypospadias, des nombreuses techniques qu'il y a et qu'il faut connaître, parce que quand on ouvre, on ne sait jamais ce qu'on va trouver tout à fait, du risque de dysfonction érectile qui nous pend toujours au nez chez les sujets
les jeunes, et comme je viens de le dire, de la possibilité de changer son fusil d'épaule en préopératoire en fonction de ce qu'il y a. Et ça, quand on commence son expérience, on est un peu stressé parce qu'on se dit, tiens, si je trouve ceci, est-ce que je saurais faire? Ben, peut-être non, parce que je ne connais pas telle ou telle autre technique, mais c'est ça en même temps qui est assez intéressant. Il y a pour moi une difficulté particulière dans le rétropénien du fait du facteur peau qui est très important et du facteur cosmétique. On se fout tous un peu du périnée, mais quand il s'agit de changer la configuration pénienne, c'est quand même autre chose. Et voici ma dernière diapositive. La bonne nouvelle quand même, il y a deux apports majeurs dans la chirurgie rétrale. Le premier, c'est que l'indication ne se porte plus sur l'UCR seul, mais sur deux autres éléments qui sont importants, qui sont l'étiologie et l'endoscopie opératoire. Et le deuxième élément, c'est la possibilité d'avoir recours à la muqueuse buccale. Et je disais la fois dernière à Bernard que finalement, nous étions un peu comme les réparateurs de pneus de vélo. Dès qu'il y a un trou, on met un patch. Et ça m'a rappelé aussi que ma grand-mère, peut-être, ou ma mère, je ne sais pas, autrefois, quand on faisait des trous dans les chaussettes ou dans les coudes, ils mettaient une pièce. Et finalement, c'est ce que nous sommes en train de faire avec la muqueuse buccale. Et donc, nous sommes tout à la fois des plombiers et des couturiers. Je vous remercie de votre attention. Et les grands-mères. Et c'est vrai que, et au moment où on est fixe sur la partie mobile de la berge, on a toujours intérêt à faire un chevalet sur 3 doigts pour bien. Mais le message que je voulais faire passer, c'est que c'est vraiment maintenant le gold standard. Et bien maintenant, on utilise même pas au remètre de la muqueuse buccale, on la met dans les fistules, parfois médico-vaginales, dans les muscles gracilis, parfois pour des périnée mutilée, voilà. des excisions. Et il y a beaucoup, aujourd'hui en neurologie, il y a beaucoup de publications sur les urétéroplasties avec la muqueuse buccale, notamment. Nous, on fait beaucoup de calculs, donc il y a des risques de fausse route, de sténose, etc. Et on peut faire une urétéroplastie avec la muqueuse buccale aussi, pareillement. Alors, soit c'est un abord postérieur où on met la muqueuse buccale sur le psoas et on met l'urtère par-dessus, soit on fait un abord ventral. On referme l'urtère avec la muqueuse, mais ensuite il faut trouver un tissu de soutien qui vienne la vasculariser. Et vous pouvez compter sur les urologues pour le faire au robot, parce que l'équipe peut faire un truc au robot. Ça peut se faire aussi en chirurgie. On va voir aussi avec les